Voilà, donc, marhaba bikoum min al-kull, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui à Red Start Tunisie, même en virtuel, pour ce webinaire, notre rendez-vous mensuel pratiquement, où on présente des sujets qui vous intéressent directement, des sujets techniques, parfois plus généraux, etc. Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui et de recevoir avec nous pour animer ce webinaire Monsieur Abdelhakim Smaili, qui nous vient de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, qui est mentor accompagnateur dans Alliance Startup et qui a dans son portefeuille plus de 500 startups accompagnées, ce qui n'est pas rien. C'est une belle expérience, donc il connaît très bien les startups, il vient du monde de l'entrepreneuriat et tout à l'heure, avant que vous arriviez, on a parlé d'investissement, de levée de fonds et pour arriver à ça, il faudrait pas pitcher déjà. Donc, on a choisi aujourd'hui le sujet du pitch parce qu'il est très important. Aujourd'hui, on voit partout dans des concours, des hackathons, même dans des sessions fermées de business angel ou de fonds d'investissement, des gens qui sont là pour pitcher, des entrepreneurs, des startups qui sont là pour pitcher leurs projets et convaincre un investisseur. Donc, la partie pitch est très importante. Il y a des règles, il y a des choses qu'il faut dire, qu'il faut présenter. Et c'est là les détails que va présenter Sir Hakim aujourd'hui pour nous. Alors, je tiens à rappeler que d'abord Red Start Tunisie, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un accélérateur de start-up et de PME innovantes. J'insiste toujours sur la PME innovante parce qu'aujourd'hui, je suis convaincue que les PME devraient rejoindre un peu cette nuance de l'innovation et se rapprocher plus du start-up et de la méthodologie start-up aussi, même dans la gestion de leurs projets. Nous avons un programme qui est Redinov, qui est financé par Innovi et par l'Union européenne, mis en œuvre avec l'Expertise France, avec qui on a décidé, de toute façon c'est aussi dans les habitudes de Red Start de faire des webinaires, mais d'insister sur à donner des informations ou des formations, des astuces, etc. pour aider les entrepreneurs, les startups à lever des fonds. Vous savez que c'est le sujet le plus délicat pour une start-up, même si pour moi, l'accès marché est aussi très important. Ce sont les deux piliers vraiment du développement de start-up et de PME, c'est l'accès au marché, l'accès au financement. Et on essaie de faciliter ça en donnant l'information pertinente aux start-up et aux PME pour qu'ils sachent comment lever des fonds, comment accéder au marché. Donc, nos webinaires tournent autour de ça. Et je souligne le fait que ce webinaire est co-organisé avec Investi. Et je remercie énormément Aziza Inoubli qui nous a facilité le lien avec Sir Hakim Smaili et avec qui on organise aujourd'hui ce webinaire pour expliquer un peu comment vraiment convaincre à travers son pitch deck et son pitch carrément un investisseur pour investir dans son projet. Voilà, sans plus tarder, je donne la parole à Smaili, peut-être qu'il se présente. Je partage son PowerPoint et puis marhaba bik Smaili, on est ravis de vous avoir, c'est Hakim, et puis je vous donne la main pour discuter tout ça. Juste un petit rappel, donc le webinaire est enregistré. Je vous prie de garder vos micros fermés tout le long de la présentation de Smaili. On va les laisser présenter. Vous pouvez envoyer vos questions sur le chat pour ne pas les oublier en cours de la présentation. Après, je donnerai la possibilité à tous de demander la parole. Vous levez la main, on vous donne la parole pour poser directement des questions à Sir Hakim. Comme ça, on profite tous de cette 1h30 ou 2 heures de temps qu'on va passer ensemble à discuter de pitch deck. Et puis, si vous voulez bien, ouvrez vos caméras pour une photo très rapidement. Et après, on peut les fermer parce que je sais que ça prend beaucoup d'avance passante et ça peut perturber la réception du webinaire. Voilà. Merci à tous et je donne la parole à Sir Hakim.
Merci Douja, merci pour votre invitation. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui et pour échanger avec vous sur le pitch deck. Donc, le pitch deck, comme vous le savez, c'est un élément qui est le premier important, qui est le premier élément, on va dire, la base pour enclencher une discussion. Donc, on va essayer d'échanger autour de tout ça et de voir quelle importance ça a et qu'est-ce que les investisseurs recherchent à travers ça. Donc, c'est pas moi qui ai la main sur le webinaire, ça va être Douja. Donc, c'est Douja qui va faire défiler les slides. Donc, juste en introduction, voilà, je voulais vous dire, comme le disait Douja, donc je suis à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon et j'accompagne des startups, c'est un peu mon quotidien. Et donc, ce qu'on va voir là, c'est un peu l'expérience acquise depuis ces années. Est-ce que vous voyez la présentation? Ouais, très bien. Voilà, alors, les questions. Alors, en introduction, on va aller sur l'introduction, puisque les deux questions qu'on se pose lorsqu'on va s'interroger, lorsqu'on se dit qu'on devrait lever des fonds, et qui sont importantes, c'est auprès de qui je dois lever des fonds, et il est important de connaître quelles sont les différences des acteurs et des investisseurs. Donc, c'est le premier point qu'on va voir. Auprès de qui lever des fonds, et même à la slide suivante, on va voir un schéma. Donc, on doit être sur la slide 5, peut-être. Alors, plutôt auprès de qui lever des fonds. Alors, je ne sais pas si je suis dans le bon. Ah, c'est pas grave. On va commencer par pourquoi lever des. Alors, voilà, auprès de qui lever des fonds. Et la slide suivante, la slide juste après. Je ne sais pas si on était dans le même sens ou pas. La slide juste après. Voilà. Alors, ça récapitule un petit peu les stades de la startup et à quel stade vous en êtes. Et suivant le stade où vous en êtes, le stade de développement où vous en êtes, eh ben, vous avez différents interlocuteurs. Alors, quand vous démarrez, en général, vous êtes sur ce qu'on appelle de la love money et puis sur ce qui peut être les aides, les concours, les prêts d'honneur. Donc là, on est vraiment sur la phase R&D, on va dire, et vraiment naissance de l'idée. Et puis après, rapidement, on arrive sur une phase où ce sont plutôt des business angels qui interviennent, donc sur des montants entre 20 et 500 000 euros. Et dans les business angels, il y a aussi différentes typologies. Alors, les différentes typologies dans les business angels, il y en a 4. Alors, il y a la première typologie qui sont des business angels dont c'est le métier. Alors, les business angels dont c'est le métier, c'est des gens qui ont l'habitude de faire ça. C'est des gens qui sont plutôt éduqués dans la levée de fonds. Et c'est des gens qui ont de la consistance. Alors, en général, c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent et qui savent ce qu'ils ne veulent pas. Donc, quand vous allez pitcher devant ces premiers individus dont c'est le métier, rapidement, vous allez vous rendre compte que ça peut les intéresser ou ça ne les intéressera pas. L'intérêt, c'est lorsqu'ils sont intéressés, en général, il y a beaucoup de chances que ça se fasse. Et c'est des gens qui prennent leurs décisions assez rapidement. Après, le deuxième point, ce sont les individus seuls dont ce n'est pas le métier. Alors, vous allez rencontrer parfois des business angels, et les business angels, ce n'est pas le métier. Donc, ce n'est pas le métier, donc ils font ça soit parce qu'ils ont saisi l'opportunité, soit ils font ça à côté de leur activité, de leur business. En général, alors, quand vous rencontrez ces gens-là, vous avez une opportunité parce qu'il suffit que la personne ait reçu 10 pitch decks qui n'étaient pas très bien montés ou qui n'étaient pas très jolis et puis que vous arrivez dans sa boîte mail et qu'il trouve un pitch deck bien câblé, bien monté avec tout ce qu'il faut, eh ben, il y a des chances qu'il bascule avec vous. Donc, c'est une opportunité parfois de rencontrer des business angels seuls dont ce n'est pas le métier. Et puis après, on a un troisième groupe qui sont les business angels qui sont en association. Donc ici, on connaît France Angel, on connaît Paris Business Angel. Alors là, c'est assez compliqué parce que il y a une hétérogénéité de personnes dans ces groupes. Hein. On peut partir du médecin ou du dentiste jusqu'au dirigeant d'une grande entreprise. Et puis, deuxièmement, ce n'est pas leur full-time job. Donc, en général, ils ne sont pas éduqués à la levée de fonds. Ils ont plutôt un comportement de follow the leader, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt, si vous identifiez dans la salle qui est le meneur, eh ben, c'est plutôt eux c'est plutôt eux qu'il va falloir convaincre parce que c'est plutôt des gens qui suivent. Et puis, ils ont un ratio qui a un risque-reward qui est assez bas. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne voudront pas prendre des risques trop démesurés dans les choses. Après, on a des groupes de business angels qui se mettent par 2 ou par 3. C'est des gens qui se connaissent bien et qui ont l'habitude de faire des deals ensemble.
Donc là, ils ont la même ambition, ils savent ce qu'ils recherchent avant tout dans l'investissement, et puis ce sont plutôt des négociateurs, donc eux, ils vont un peu tout négocier avec vous. Donc ça, c'est un peu les quatre typologies de business angel qu'on peut rencontrer. Après, on a les institutionnels. Les institutionnels, c'est des cabinets, ils sont 3-4 dedans. En général, ils gèrent un fonds de 50 à 100 millions d'euros et ils reçoivent beaucoup d'opportunités, entre 1500 à 3000 dossiers. Donc là, on est sur la deuxième vague. Voilà, on est sur l'amorçage. Donc on est sur cette vague-là. Donc en général, on a des prêts entre 100 000 et 3 millions, voire des fois 5 millions. Et eux, qu'est-ce qu'ils recherchent? En fait, eux, ils recherchent des dossiers, des boîtes qui sont très jeunes, mais qui ont déjà une traction et du chiffre d'affaires et qui sont à la limite du capital risque. Ça, c'est ce qu'ils recherchent. Mais en réalité, ils reçoivent beaucoup de dossiers. Donc, je vous ai dit, ils reçoivent entre 1500 à 3000 dossiers par an. Donc, c'est énorme pour en faire 15, quoi. Donc, pour en faire 1%. Alors, par contre, ils reçoivent beaucoup de dossiers où on est sur la tranche basse, c'est-à-dire des entreprises qui n'ont pas encore une grosse traction et qui n'ont pas encore beaucoup développé. Et donc, la difficulté pour vous, ça va être d'attirer leur attention, alors que même que vous êtes dans cette tranche basse, si vous n'êtes pas en limite amorçage. Donc, quand vous allez voir un fonds seed, vous allez plutôt regarder qu'est-ce qui est important pour lui. Est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui va privilégier la team? Est-ce que c'est quelqu'un qui va privilégier le marché? Est-ce qu'il va quelqu'un qui va privilégier la traction? Donc, vous devez vous renseigner et rechercher des informations sur ce cas-là, sur chaque site pour savoir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui finance, quelles sont les boîtes qu'ils ont financées. Donc, on arrive à trouver de l'information publique sur ces éléments-là. Et en général, ils connaissent très bien, s'ils ont financé une boîte qui est dans votre secteur d'activité, c'est intéressant de les rencontrer parce qu'ils connaissent très bien les chiffres, le marché, les metrics. Et donc, si vous voyez que lorsque vous le pitchez avec eux, il y a quelque chose qui retient leur attention, c'est que peut-être vous tenez quelque chose qui est intéressant pour eux. Et enfin, on a les capital risques. Eux, ils sont extrêmement exigeants. Ils voient également énormément de dossiers. Donc, plus on demande d'argent, plus les fonds sont exigeants. Hein. Mais ils savent qu'ils vont perdre 50% de leur budget. Donc, leur crainte, c'est de laisser passer quelque chose qu'ils n'auraient pas vu dans votre entreprise et qui fait que l'entreprise a planté, par exemple. Donc, ils vont poser pas mal de questions, ils vont se renseigner, ils vont faire des choses. C'est ce qu'il y a de plus difficile, on va dire. Et là, c'est ce qu'on appelle capital risque ou VC. Et enfin, le capital développement, là, je passe rapidement parce que là, on est sur des entreprises qui sont en développement, ce qu'on appelle un peu des ovnis, donc ils ont une croissance délirante. Et là, il y a très peu de dossiers et les capital développement se battent sur les dossiers pour avoir ce type d'entreprise-là. Donc, quand vous avez un peu identifié dans quel stade vous êtes et auprès de qui vous devez vous adresser, la question suivante, c'est pourquoi lever des fonds? Et la question qu'on pose toujours à un entrepreneur, c'est pourquoi tu lèves des fonds? Alors, il y a deux raisons. On lève des fonds parce qu'on en a besoin, mais on en a besoin pour deux raisons. La première raison, on lève des fonds parce que soit on manque de ressources. Donc, on manque de ressources et ça, c'est le cas le plus difficile de la levée de fonds. La deuxième raison, c'est qu'on manque de ressources, mais on est en phase d'accélération. D'accord? Donc, posez-vous la question. Aujourd'hui, je lève des fonds. Est-ce que c'est parce que dans 3 mois, j'ai plus de cash et je ne sais pas comment financer, je ne sais pas comment je vais faire? Ou est-ce que je lève des fonds parce que dans 3 mois, j'ai plus de cash? Par contre, je suis en train de créer de la valeur. Je suis en train de créer un produit qui crée de la valeur. Je suis en train d'avancer. Entre aujourd'hui et 3 mois, beaucoup de choses ont avancé. C'est ça qui est important, c'est ça qu'on regarde. Donc, il faut faire la différence entre j'ai besoin de cash car je brûle de l'argent tous les mois et j'ai besoin de cash mais je crée de la valeur et je suis en développement. Je fais quelque chose depuis ces mois-là. D'accord? En général, on vous dit c'est quoi votre date de mort? La date de mort, c'est la date où si vous n'avez plus de cash, si vous n'avez pas levé à ce moment-là, eh ben, vous n'existerez plus. Donc, la date de mort, c'est ce qui va vous permettre un peu de vous motiver, de mettre de l'ambition dans ce que vous allez faire et de mettre de l'énergie. Dites-vous, quand vous avez une date de mort et que vous devez absolument lever, dites-vous que vous allez échouer. Comme ça vous permettra déjà de regarder à quelle alternative je peux avoir parce que, vous savez, 1% seulement des dossiers sont financés. Donc, on est vraiment sur des choses qui sont on y finance très peu de dossiers par rapport à ça. Alors, le pitch deck. On va rentrer dans la partie pitch deck, ce qui vous intéresse aujourd'hui beaucoup. Et juste, je voudrais rappeler que le pitch deck, que la levée de fonds, c'est un one-man show. Il n'y a toujours qu'une seule personne qui va en face des investisseurs dans une équipe. On ne va pas se déplacer à chaque fois à 2, à 3 pour faire les rendez-vous avec les investisseurs.
Il faut qu'il y ait une seule personne qui prenne la pression des investisseurs, qui soit focus, parce que les autres personnes doivent être focus sur l'exécution. N'oubliez pas, quand vous faites une levée de fonds, ça prend du temps, et pendant ce temps-là, il faut que votre entreprise soit en croissance. Il faut que vous donniez des bonnes nouvelles aux investisseurs. C'est essentiel. Donc, il n'y a qu'une personne qui se focus sur la levée de fonds et les autres sont focus sur l'exécution. Alors, dans le pitch deck, l'objectif du pitch deck, et c'est ça qu'il va falloir comprendre. Voilà, l'objectif du pitch deck, c'est démontrer sa connaissance, son exécution et sa vision. Ces trois éléments qui sont hyper importants. Démontrer la connaissance, c'est montrer que vous connaissez parfaitement le marché sur le bout des doigts, que vous connaissez bien votre marché. Ça va amener de la confiance à l'investisseur. L'exécution, c'est montrer que vous savez exécuter, que vous avez fait des choses, qu'il s'est passé plein de choses entre aujourd'hui et il y a 3 mois. Et la vision, c'est l'ambition que vous allez mettre. Dans l'exécution, vous allez donner confiance à l'investisseur et dans la vision, vous allez le faire rêver. Donc la vision, c'est quelle ambition je vais donner à la boîte? Où est-ce que je la vois dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 12 mois, dans 18 mois? Donc le pitch, il doit être simple et bon. Donc 20 mots, pas plus de 20 mots et pas plus de 3 idées par slide. Donc 20 mots, c'est déjà beaucoup, hein, c'est pratiquement un tweet. Donc pas plus de 20 mots et pas plus de 3 idées par slide. Un pitch, ce n'est pas une succession de slides, mais c'est une histoire. C'est une histoire de fait pertinent. C'est pour ça que je vous donne pas, quand on va présenter les slides dans le pitch, je ne vais pas vous donner un ordre. Alors, il y a des éléments où en général, on les trouve plutôt au début, plutôt à la fin, mais après, ça va dépendre de votre histoire. Et c'est vous qui allez le décider. Mais il faut que vous racontiez une histoire. Alors, la slide la plus importante, l'une des premières slides, eh ben, c'est la base de tout pitch, c'est la team. Alors, la team, il y a 2 choses. Soit la team est exceptionnelle, c'est-à-dire vous avez déjà créé une startup, vous avez déjà levé des fonds et vous recréez une deuxième startup. Vous avez des gens qui ont vraiment une grosse expérience dans leur domaine. Donc si la team est exceptionnelle, on peut la mettre au début. Ça ne sert à rien de la mettre à la fin. Tout de suite, on va lancer parce que si on a une team exceptionnelle ou si on a déjà fait pas mal de choses dans la levée de fonds, enfin dans les startups et on a déjà levé des fonds, ça sera un plus de la mettre au début parce que ça va faire en sorte que lorsqu'on va dérouler le pitch, les investisseurs seront déjà plus confiants. Si on n'a pas cette expérience-là, si on est dans nos premières expériences, comme la plupart du cas ou autre, on va retrouver la slide team à la fin du pitch. Dans la slide team, ce qui est important, c'est de se définir plutôt que de se décrire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, quand je vois les slides team, je vois le nom de la personne et je vois sa formation parfois et puis un titre. Ce qui est important, c'est de nous dire ce que vous faites dans la boîte et quelles métriques vous pouvez nous donner. Qu'est-ce que vous avez fait depuis 6 mois? Qu'est-ce que vous avez fait depuis 8 mois dans la boîte? Vous êtes passé de 0 à 100 utilisateurs, vous êtes passé de 0 à 50 000 euros. Voilà. Chaque personne doit pouvoir se définir et nous dire qu'est-ce qu'elle fait dans l'entreprise. On va voir un exemple après sur la team. Et puis après, on a les advisors. Les advisors, ça ne doit pas prendre une grosse place, ce n'est pas toute la team. Alors bien sûr, quand ils sont importants, il faut les mettre, il faut garder un petit pavé. Donc vous devez avoir un gros pavé avec les fondeurs, un pavé avec l'équipe clé. On ne met pas toute l'équipe, on va mettre que les personnes qui sont clés pour l'équipe. Et puis un troisième pavé beaucoup plus petit, parce que les advisors, ça n'a pas l'importance que ce que l'on croit, ça ne prend pas toute la place donc, pour les advisors. Si on passe à la slide suivante, vous allez voir un exemple. Donc, on est sur la slide de buffer. Et ça vous donne un exemple de comment on peut créer une slide type. Dans la slide team, ce dont vous devez parler dans votre pitch. Donc, la slide team, là, on voit l'exemple. Et on voit que là, on a une information. On voit que le fondateur, il est allé de l'idée au revenu en 7 mois et que le cofondateur, lui, il est passé de 200 à 55 000 users. Donc, c'est ça qu'on attend de vous. C'est qu'est-ce que vous avez fait? Et si vous n'avez pas fait des choses dans votre boîte, qu'est-ce que vous avez fait dans les boîtes où vous étiez avant alors? Est-ce que vous avez géré 50 personnes? Est-ce que vous êtes passé d'un business qui est de 0 à 1 million d'euros? Voilà, c'est ça qui va amener la confiance aussi. Par contre, dans le pitch, quand vous allez présenter votre team, ce que les investisseurs attendent, c'est la vision de l'équipe. Quelle est votre vision? Et surtout, il est important de répondre à la question « Pourquoi vous ?» Et c'est la question qu'on se pose. Pourquoi vous êtes les mieux placés pour faire ce que vous nous dites?
Donc, racontez-nous votre histoire et est-ce que vous avez une relation avec le problème? Pourquoi vous et votre équipe être ceux qui êtes le mieux placés pour résoudre ce problème? Souvent, dans les erreurs qu'on fait, c'est qu'on parle d'expériences qui ne sont pas pertinentes et qu'on met beaucoup de choses. On parle de biographie, on met beaucoup de points clés, on met beaucoup de détails qui ne servent à rien. On a un autre exemple on revient juste voilà, d'autres exemples de team. Donc là, on a mis les photos et là, pareil, on est passé du blog de 40 000 de 0 à 40 000 en 3 mois. La personne avait créé un business à 16 ans. Voilà le type d'expérience qu'on aimerait avoir, qui sont des faits remarquables et qui sont intéressants pour l'investisseur. Le deuxième élément, qui est le plus important, c'est le problème. Alors, parfois, on a une activité où on ne règle pas un problème. Dans la santé, par exemple, il y a des vrais problèmes. Le cancer est un problème, le diabète est un problème. Là, ce sont des problèmes. Mais vous avez des activités où si vous faites un gel hydroalcoolique parfumé, on peut parler de ça puisque c'est d'actualité, ce n'est pas un problème. Je dirais, le gel existe, vous n'avez pas inventé le gel, c'est plutôt une opportunité. Donc faites la différence entre un problème et une opportunité, parce que ce qui est important, c'est de ne pas aller chercher des problèmes qui soient finalement pas convaincants ou qu'on n'arrive pas à comprendre parce que vous êtes focalisé à trouver un problème pour mettre en place votre solution. Donc parfois c'est des problèmes et parfois c'est des opportunités que vous développez. Et vous devez répondre à un problème ou une opportunité. Donc les investisseurs, ce qu'ils recherchent, eux, c'est que vous résolvez un problème qui est répandu chez les clients et qui recherche désespérément une solution. D'accord? Donc ça, c'est important. Une erreur qui est courante, c'est de ne pas montrer comment vos clients ont ce problème-là. Et souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, dans les pitchs que je vois, on parle d'un problème, on a du mal à montrer que les clients, précisément, ont ce problème-là et que ce problème-là et qui recherche activement une solution pour résoudre ce problème-là. Il faut que dans la slide problème, vous ayez une preuve irréfutable du problème ou de l'opportunité. Il ne faut pas qu'on puisse remettre en question le problème. Il ne faut pas que ce soit alambiqué. Il faut que ce soit clair et il faut que quand on passe à là, on n'a pas de questions sur la slide problème. D'accord? Donc, montrez comment vos clients sont profondément affectés par le problème et montrez qu'ils recherchent activement une solution. Et donc, la solution, c'est la slide d'après, c'est le produit. Donc, c'est votre produit, donc votre solution, c'est une explication simple de ce qu'est votre produit et de la façon dont il résout le problème. Donc, il faut que ce soit clair et il faut que ce soit évident entre j'ai mon problème, j'ai ma solution. On pourrait presque mettre les slides côte à côte, problème, solution. Il faut que la solution soit une réponse directe au problème. Dans une démo, on évite de faire une démo en live. Parce qu'on va dire que c'est l'effet Murphy, une démo en live, quand ça doit marcher, ça ne marche jamais. Donc, on évite de faire une démo en live, on fait un screenshot, on fait une vidéo, on fait des choses, mais on ne fait pas de démo en live. Si vous avez une innovation, vous avez déposé un brevet, il est bien de le mettre dans une autre slide de produit à côté pour lui donner plus d'importance. Après, parfois, vous allez parler de votre produit et vous allez avoir un effet wow. Et parfois, vous n'allez pas avoir l'effet wow. Si vous n'avez pas cet effet wow, il faut montrer en quoi votre produit est différent de l'intérieur. D'accord? Et le quatrième élément qui est important, c'est proposition de valeur et valeur perçue. Donc, juste la slide d'avant, voilà. Proposition de valeur et valeur perçue. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, vous devez tous avoir une proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est le quoi. Qu'est-ce que vous faites? C'est descriptif. Tant que vous ne l'avez pas dit, ce n'est pas évident. Et vous êtes tellement dans votre business qu'il y a des choses qui vous paraissent évidentes pour vous et qui ne le sont pas pour les gens qui sont en face de vous. Donc, si vous n'avez pas une proposition de valeur, arrêtez tout. Bon, finissez quand même le webinaire, mais arrêtez tout et allez trouver votre proposition de valeur parce que c'est la chose la plus importante de quelle est la phrase descriptive qui fait qu'on comprend votre business. Ce n'est pas une baseline, ce n'est pas 3 mots qui n'ont pas de sens, c'est une phrase simple, précise, descriptive, où quand on la lit, on comprend ce que vous faites. Parce que parfois, on déroule le pitch et on commence à se dire, mais vous faites quoi exactement? Et pour vous, ça vous paraît tellement évident que vous oubliez de le dire. Donc ça, c'est la proposition de valeur. La proposition de valeur, elle est unique et elle ne change pas. D'accord? Et par contre, vous avez des valeurs perçues. Les valeurs perçues, c'est comment les clients parlent de votre produit.
il y a plusieurs valeurs perçues parce que chacun va utiliser votre produit pour différentes raisons. Je ne sais pas si vous connaissez si vous connaissez la société Uber qui font des chauffeurs privés. Donc la société Uber, dans les valeurs perçues, il y a des gens qui vont prendre le taxi, la société Uber parce qu'il y a une bouteille d'eau dans la voiture, il y en a d'autres qui vont prendre parce qu'ils veulent ces valeurs perçues, les capter et si possible les mettre dans votre slide produit parce que les témoignages clients, c'est ce qu'il y a de plus important dans une slide produit. Qu'est-ce que vos clients disent de votre produit? Des fois, quand on a du mal à expliquer un peu notre produit ou autre, eh ben, ce que disent les clients de notre produit explique clairement finalement l'intérêt de notre produit. Ok, donc sur la slide produit, ce qui est important, pas de démo en live et surtout, j'ai une proposition de valeur et je la dis clairement et je connais les valeurs perçues de mon produit ou de mon service et j'ai des testimonials, donc des témoignages clients. Ensuite, on arrive sur le marché. Alors là, c'est la fameuse slide qui m'irrisse parfois les cheveux. Alors, on oublie McKinsey, on oublie Gartner, on oublie les milliards, on oublie que le marché de la big data, c'est 100 milliards et qu'on mette des chiffres comme ça n'a aucune valeur. C'est flat. Pour l'investisseur, ça ne compte pas. Ça n'a jamais convaincu personne. Pensez pas que l'investisseur, c'est la personne qui connaît rien à rien et qui est là et que vous allez l'impressionner en mettant que le marché de la big data, c'est 100 milliards. Ok, lui, ce qu'il veut savoir, c'est pas que le marché, c'est pas le how much, c'est le how many. Et ça, c'est une chose très importante dans votre slide marché, parce qu'aujourd'hui, on est encore trop scolaire, on est encore trop dans un peu école de commerce où je vais chercher l'analyse McKinsey, l'analyse Gartner, et je vais mettre que mon marché fait 100 milliards et que voilà. En général, les investisseurs connaissent les lames de fond. Ils savent que si le marché est grand et pas grand, il n'y a pas besoin de les convaincre là-dessus. Ils savent qu'ils connaissent à peu près le potentiel d'un marché. Le how many, c'est votre cible. C'est combien de personnes vous allez toucher. Concrètement, vous allez toucher combien de personnes. C'est ça qui est important. D'accord? Donc, how much, how many, faites la différence. Alors, comment on fait? Comment on fait? On va essayer de calculer un TAM ou une market size. Comment on s'y prend? On va prendre un exemple. Disons que vous vendez des compléments alimentaires. Donc, vous créez une startup qui vend des compléments alimentaires et vous devez calculer la taille du marché. D'abord, vous allez déterminer combien de pharmacies se trouvent en France, puisque ce sont, on va dire, les pharmacies qui vendent des compléments alimentaires. Et donc, vous allez déterminer combien de pharmacies se trouvent en France. Cela vous aide à déterminer le marché total auquel vous pourriez théoriquement vendre votre produit. Après vos recherches, déterminez qu'il y a par exemple 50 000 pharmacies en France. Sur cette liste, vous souhaitez vendre qu'à la région sud de la France. Donc, vous allez déterminer que votre marché cible comprend les 1000 pharmacies de la région sud. Et à partir de là, vous allez faire des recherches et discuter avec, par exemple, des représentants en pharmacie ou autres pour déterminer qu'il existe un taux de réussite pour vendre ces compléments alimentaires. Il peut être de 40% par exemple, et vous allez déterminer que 1000 pharmacies fois 40%, c'est 400 pharmacies que je vais pouvoir peut-être toucher véritablement. Et si je réalise un chiffre d'affaires de 10 000 euros par pharmacie, ce sera 4 millions d'euros. Donc cela signifiera qu'on peut gagner 4 millions d'euros si on pénètre 40% du marché total juste de la région sud, par exemple de la France. Ça, c'est des éléments que les investisseurs comprennent. Les investisseurs veulent. Les investisseurs, ils veulent savoir comment vous avez déterminé la taille de votre marché. Ils veulent savoir est-ce que le marché il est assez grand pour les intéresser? Est-ce que le marché il est en croissance? Est-ce qu'il y a des opportunités? Est-ce qu'il y a encore des revenus à générer sur 3-5 ans? Donc ça, c'est un élément important. Donc la taille du marché, ils veulent savoir comment vous la calculez. Et puis, ils savent très bien que vous n'allez pas capturer le marché adressable total, ce qu'on appelle le TAM, et que certains clients vont choisir des concurrents. Donc voilà. Donc, quand vous faites un pitch et que vous mettez que le marché c'est 10 milliards et autres, et que vous mettez rien d'autre, ça n'apporte rien. Si vous commencez à expliquer que vous allez toucher tant de pourcents du marché, vous commencez déjà à être un peu plus pertinent. Sur la slide suivante, et que je retrouve dans pratiquement tous les pitchs, si on peut passer à la slide suivante. Merci.
je retrouve à peu près dans tous les pitchs, c'est cette abscisse est ordonnée, où en général, l'entreprise, la startup, elle est toujours en haut à droite. Toutes les autres entreprises sont en bas. Et je prends un exemple, là, par exemple, j'ai Amazon. Amazon est en bas, Facebook des fois est en bas, Netflix des fois est en bas, et la startup est toujours en haut à droite. Qu'est-ce que ça démontre? Ça montre que vous essayez de convaincre votre audience, que vous êtes meilleur que les autres. Mais ça ne prouve rien. Donc, évitez ces slides. Ça n'apporte rien. Et les investisseurs ne sont pas dus par rapport à ces slides-là. Donc, il ne faut pas dire qu'on est meilleur, il faut le prouver, il faut le montrer. Et donc, il faudra montrer par votre exécution. Mais vous, votre boulot, dans cette slide-là, c'est de montrer votre écosystème. C'est quoi un écosystème? Vous devez mapper votre marché. Donc là, quand on va parler de slide concurrence, elle est importante parce qu'on veut savoir si votre marché est trop encombré. Et puis, on veut savoir si vous avez compris votre marché et comment vous vous positionnez dans votre marché. C'est ça la question d'investisseur. Il veut comprendre comment, est-ce que vous avez compris l'écosystème de votre marché? Qui sont les acteurs qui sont dans votre marché? Parfois, vous allez être à côté des acteurs, parfois, ça va être des partenaires, parfois, vous allez être en face de vos acteurs. Mais ce qui est important, c'est de comprendre ça. Est-ce que vous avez compris votre écosystème? Comment vous positionnez dans votre écosystème? Et aujourd'hui, vous attaquez quelle branche de votre écosystème? Et demain, vous pourriez être où? Je ne sais pas si vous connaissez Buffer, qui est une application qui permet de programmer des envois de réseaux sociaux, de tweets ou de posts dans les réseaux sociaux, donc Facebook, Google, Twitter, LinkedIn. Lorsqu'ils ont fait leur slide écosystème, bon, ils ont rappelé qu'ils travaillaient avec Facebook, Google, Twitter et LinkedIn, et puis ils ont mis des cercles là où ils ont marqué social media, intelligent sharing, sharing platform, scheduling. Et puis ils se sont positionnés dans cet écosystème. Et ils ont dit nous, on va attaquer ce premier cercle. Et puis on peut aller également sur sharing platform. Et puis les autres acteurs, ils sont comme ça dans l'écosystème. Ce sont parfois des partenaires, parfois ils ne sont pas concurrents directs, mais ils sont dans cet écosystème-là. Et c'est à ça que vous devez arriver. Quand vous parlez de vos concurrences, mappez votre écosystème et montrez que vous avez compris comment vous vous intégrez dans l'écosystème. L'erreur que vous avez, juste une dernière chose sur l'écosystème, le pire que vous pouvez faire, c'est de rencontrer un investisseur, que l'investisseur qui connaît un peu votre métier vous parle d'un concurrent et que vous lui dites que vous ne le connaissez pas. Donc ça va vous décrédibiliser totalement parce qu'on attend de vous que vous connaissiez votre marché sur le bout des doigts. Donc, n'oubliez pas de connaître également les concurrents à l'international. C'est un élément important aussi. Donc la concurrence et la connaissance de tous les grands concurrents étrangers sont cruciales pour cette slide-là. Quand vous avez mappé votre écosystème, il faut raconter une histoire. Donc l'histoire, donc il y a la slide d'après, c'est qu'est-ce que vous avez accompli depuis le début jusqu'à maintenant. D'accord? Donc il faut raconter une histoire qui va jouer sur le déroulement du pitch et qui va jouer sur qu'est-ce qui s'est passé entre il y a le début de l'histoire et aujourd'hui. Si vous avez accompli des choses, vous avez une belle timeline qui se déroule avec différents moments où vous allez mettre des remarkable facts, donc des choses intéressantes, importantes pour l'entreprise. L'immatriculation de l'entreprise, vous allez le mettre en tout petit, ce n'est pas l'élément important. Par contre, si vous avez signé des partenariats, si vous avez commencé à générer de l'attraction, c'est là que vous allez commencer à mettre des choses importantes, des milestones. On a un exemple de milestone juste après, on le verra. Mais dans la timeline, elle est aérée. Et dans la timeline, on met des bonnes nouvelles, mais on met aussi des mauvaises nouvelles. Je dirais, vaut mieux les mettre dans la timeline, ces mauvaises nouvelles. Ça peut être le fait qu'on a fait des erreurs, que la V2 a été retardée, qu'on s'est replanté dans un recrutement. Ça, ce sont des mauvaises nouvelles, mais on peut les mettre qu'un investisseur, qu'un fondateur est parti. Voilà. L'intérêt, c'est que quand on les met dans une timeline, on met une mauvaise nouvelle entre deux bonnes nouvelles, mais ça montre que vous exécutez et l'investisseur n'est pas surpris que parfois ça ne se passe pas comme vous faites. Ne faites pas de BP à 5 ans, pas de plan sur la comète. Une timeline, c'est 12 à 18 mois maximum.
vous n'êtes pas voyant, vous ne pouvez pas voir beaucoup plus loin. Donc, évitez les timelines trop longues, gardez les courtes, claires, aérées. Si on voit l'exemple de la timeline suivante sur l'histoire, donc on voit dans les éléments qui sont importants, donc on a lancé l'application web en janvier 2011, on a eu 55 000 utilisateurs en octobre 2011, on a lancé une API, on a intégré, elle a été intégrée dans 50 apps et on a eu 100 000 utilisateurs et on a fait tant de revenus. Donc voilà la timeline, comment on raconte l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on a commencé. Ensuite, on arrive sur la slide business model et KPI, et c'est là que l'on devient crédible. C'est là qu'on s'achète de la crédibilité devant un VC. La problématique des entrepreneurs, c'est que pour 90% des entrepreneurs, ils ne maîtrisent pas leurs data, ils ne maîtrisent pas les data de leur business et ils ne maîtrisent pas les data de leur secteur. Il faut connaître dans votre secteur quelles sont les data qui sont importantes. Si vous êtes un site d'e-commerce, vous devez connaître qu'est-ce qu'un taux de rebond, qu'est-ce qu'un panier moyen, voilà. Dans chaque type d'activité, vous devez connaître quels sont les éléments qui sont importants pour vous. Alors, les KPI, quels sont les KPI qui sont à maîtriser? Le premier KPI, on va dire, c'est le coût d'acquisition client. On vous le demande. Donc, le coût d'acquisition client, vous le devez connaître en global, par commande, par channel d'acquisition. La lifetime value, c'est un élément important, c'est combien de temps, finalement, le client reste et combien il dépense pendant le temps où il va rester chez vous. Donc, vous devez faire, par exemple, si un client reste 3 ans chez vous, il va dépenser une certaine somme, il va dépenser peut-être 250 € sur les 3 ans qu'il va rester chez vous, et ça va vous permettre de dire que, avec cet argent-là, vous avez de l'argent pour pouvoir acquérir d'autres clients. L'équipe de sales, alors ça c'est un peu ce qu'il y a de plus compliqué parce qu'en général, vous n'en êtes pas à ce stade-là. Souvent, vous demandez des fonds alors que vous n'avez pas encore mis en place des fois toute la partie sales, toute la partie vente. Donc, vous devez, sur l'équipe de sales, pouvoir calculer quel est le retour sur investissement. Si vous employez un commercial, à partir de quand ce commercial va pouvoir se rémunérer et à partir de quand il sera rentable. Un autre élément que les entrepreneurs connaissent un peu moins, c'est la cohorte. La cohorte, c'est un élément très important pour l'investisseur. La cohorte, c'est quoi? C'est quels sont les clients que vous avez acquis, par exemple, en janvier 2012 et qui ont fait un achat en février. Donc, c'est un peu la récurrence de votre business. Quand vous avez une cohorte, si vous avez une cohorte où 80% des clients existants font le chiffre d'affaires du mois suivant et vous avez 15% de nouveaux clients, vous avez une belle cohorte qui va être en progression. Et ça, c'est intéressant pour l'investisseur, puisque si vous devez à chaque fois payer pour acquérir des nouveaux clients, on veut savoir combien ça va coûter et si c'est rentable ou pas. Alors, évitez les slides cumulés. Quand vous faites une slide de chiffre d'affaires, ça ne sert à rien de faire des slides cumulés. Ces slides cumulés, c'est pour cacher quelque chose. Donc, les investisseurs ne sont pas dupes. Ce qui est intéressant de savoir, c'est combien vous avez de nouveaux clients chaque mois. Ça, c'est intéressant. Mais de faire une slide cumulée, ça n'a pas de sens parce qu'on sait très bien que d'un mois sur l'autre, ça va augmenter. Donc, vous avez donné envie avec le marché. Vous êtes à la phase produit. Vous avez montré la solution et la valeur perçue des clients. Donc, jusqu'ici, vous avez bien fait le taf. Et vous montrez que vous maîtrisez les chiffres sur le bout des doigts et vous montrez que vous êtes des gens sérieux. Ça montre qu'on arrive à prendre du recul, à faire de l'analyse. Et puis, c'est aussi un moment où on arrive sur la slide business model. Et la slide business model, c'est un peu casse-gueule des fois, parce que c'est la slide où on commence à faire un peu des calculs et parfois l'investisseur va dire « Ah, mais il n'est pas rentable votre truc ». Donc là, il faut faire hyper attention. La slide business model, c'est comment vous montrer l'équilibre économique de votre business. Donc ça, si vous vendez 100 $ par mois un produit, il faut que vous arriviez à expliquer la corrélation entre vos postes de coûts et vos postes de revenus. Vous devez juste être super cohérent, super crédible et arriver à montrer tout cet équilibre-là. Après, il y a une autre slide en extension de la slide business qui est la slide distribution. La slide distribution, alors sur la même slide, sur la slide d'avant, la slide distribution, ça rentre dans la partie KPI. C'est si vous utilisez des vendeurs, si vous êtes capable de faire un entonnoir. Combien de clients, si vous avez un vendeur, combien de clients il voit, combien de clients il transforme. Et la distribution, c'est un point important du pitch. Mais on peine souvent à l'expliquer, puisque comme je vous le disais, soit parce qu'on ne l'a jamais fait, car on n'avait pas l'argent,
Et on a toujours dit qu'on le ferait parce qu'on aurait l'argent. Et on n'a pas réussi à le tester avant. Donc, essayez un maximum de tester en avance vos modèles de distribution pour avoir des chiffres et des KPI, parce que c'est hyper important de pouvoir montrer que je sais qu'un client peut contacter, un commercial peut contacter tant d'entreprises et en général peut vendre tant, et voilà à partir de quand il sera rentable et quand ce sera fait. Mais mettez des chiffres, des choses. La distribution, c'est pas on va vendre à ces magasins-là, mais on n'explique pas comment on va le faire. Donc il faut pouvoir répondre à la question comment on acquiert ses clients. Donc, vous avez un exemple aussi de business model sur la slide suivante, business model, donc freemium model avec 2% de conversion. Et puis, on a 5% de churn. Donc, churn en français, c'est le taux d'attrition. Donc, c'est les clients que l'on perd pour une lifetime value de $240. Ce qui est énorme, ce qui permet donc à la boîte de garder $5 pour acquérir des clients gratuits. Free user. Donc, ce qui est hyper important, quand vous parlez de ça à un investisseur, il comprend tout de suite que le business, il est plutôt rentable et on a de l'argent pour pouvoir acquérir des nouveaux investisseurs. La slide suivante, c'est le plan et le endgame. Le plan et le endgame, c'est votre histoire sur les 12 prochains mois. OK. Vous allez où? C'est quoi l'histoire sur les 2 prochains mois? Et là, il faut se mouiller. Combien de clients vous voulez dans 12 mois? Il faut arriver à donner une idée de votre ambition. Il faut que l'investisseur comprenne, est-ce que vous êtes capable de passer d'une équipe de 10 à 30 à la fin de l'année? Et ça, c'est important. Donc, mais il faut arriver à donner un ordre d'idée de votre ambition à un investisseur à un horizon donné. Et ce n'est pas l'histoire du business plan, c'est l'histoire de ce que vous pensez être capable d'accomplir, qu'est-ce que vous êtes capable d'absorber et de vendre à un investisseur de manière crédible. Ça, c'est le plan. Et après, il y a le endgame, c'est-à-dire si on élargit un peu, aujourd'hui, vous attaquez ce marché-là et vous nous avez montré ça. Demain, quelle est votre ambition? Et enfin, on est sur la slide Ask, qui est la slide de demande. Donc, l'argent, combien vous levez et ce que vous allez faire avec. La plupart des entrepreneurs, ils font de cette manière, ils disent « Ok, je vais lever 500 000, je vais mettre un peu de marketing, je vais mettre un peu de people, je vais mettre un peu de matériel, je te fais un BP, j'ai des lignes, j'ai des colonnes. » Et en fait, ça devient compliqué, ça n'a pas de sens et ce n'est pas la bonne manière. Donc, le but de cette diapositive, c'est d'expliquer pourquoi vous recherchez des investissements. Est-ce que vous comptez réaliser ce capital sur une période de temps donnée? Il est important pour l'investisseur de comprendre comment ce capital créera de la valeur. Et donc, il faut donner des milestones. Les erreurs qu'on fait souvent, c'est qu'on inclut souvent les détails sur cette diapositive, avec une ventilation des fonds entre les domaines. Et donc, ça, c'est par exemple $1 million pour le produit, $1 million pour le marketing. L'allocation, c'est bien, c'est utile, mais ce qui serait bien, c'est de voir la répartition trimestrielle des jalons. Donc là, il faut vous mouiller sur dire trimestre 1, sur quoi je m'engage, trimestre 2, sur quoi je m'engage, trimestre 3, sur quoi je m'engage, et trimestre 4, sur quoi je m'engage, en termes de chiffres. D'accord? Et puis, soyez cohérents. Si juste avant, vous avez dit que vous alliez être 30 à la fin de l'année, et qu'un salarié coûte 5 000 €, eh ben, vous savez que vous allez brûler 150 000 € par mois. Donc, vous savez combien de revenus, vous savez combien vous faites de revenus, vous savez combien vous brûlez. Donc, la question que vous allez vous poser, c'est combien vous allez brûler sur les 12-18 mois. Après, vous pouvez faire un camembert et montrer comment l'argent va se dispatcher. Alors, l'argent que vous levez, ça c'est un élément important qu'il faut comprendre. L'argent que vous levez, c'est l'argent que vous allez dépenser sur les 12, 18, voire 24 mois, maximum, pas plus. C'est le temps dont vous avez besoin pour atteindre le break-even, soit pour relever de l'argent avec la pression qu'il faut avoir générée, de la traction pendant ce temps-là. Ça veut dire que je ne lève pas de l'argent pour le mettre dans mon compte en banque et me dire qu'avec l'argent que j'ai levé, je peux tenir 3 ans. Ce n'est pas ce que recherche un investisseur. Un investisseur vous donne de l'argent pour que vous le mettiez au travail. Et ce qu'il veut juger, c'est votre capacité de mettre de l'argent au travail.
si je démontre à l'investisseur que j'ai une capacité à mettre de l'argent au travail parce que je sais exécuter et qu'aujourd'hui je peux prouver qu'entre le démarrage de la start de l'idée et aujourd'hui, eh ben, j'ai eu des milestones, et on a fait des choses, le produit a avancé et que je sais exécuter et que si j'ai l'argent, eh ben, je saurais emmener la boîte de cet endroit-là à cet endroit-là. C'est ça qui est important. Donc, posez-vous la question, à 12 ou à 18 mois, soit j'ai atteint le break-even, donc j'ai atteint mon seuil de rentabilité, soit je veux relever et là je ferai un autre tour de table. Mais c'est ça ce qu'il veut savoir l'investisseur. C'est cet argent-là, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, en résumé sur le pitch deck, souvenez-vous, vous racontez une histoire crédible, factuelle, mais aussi inspirante. Vous parlez de l'équipe, soit avant si elle est hyper solide, et ça permet de créer une confiance initiale avant de dérouler le pitch, soit après, si vous n'avez pas assez de faits remarquables et attaquer le problème de suite. Donc, si vous n'avez pas assez de faits remarquables, si votre équipe, vous attaquez le problème de suite et vous mettez l'équipe à la fin. Faites attention, si vous attaquez une opportunité ou un problème, dans tous les cas, le meilleur moyen de montrer que cette opportunité ou ce problème sont sérieux, c'est de montrer que vous avez une connaissance parfaite du marché, que vous avez designé un produit qui a priori fait le boulot et surtout que les clients l'utilisent et qu'ils sont contents. Une fois que vous avez fait cela, vous êtes arrivé à un bon taux de crédibilité. Et le dernier point, eh ben, c'est le fameux point des KPI des business models. C'est les slides qui mettent le plus de temps à préparer. Donc, vous pouvez dérouler votre pitch deck jusque-là, ça ne vous prendra pas énormément de temps. Et puis, à partir de là, sur les slides KPI business model, et là, il faut quand même se mettre, il faut prendre vraiment le temps de bien les faire. Et donc, il faut avoir un plan clair à 12-18 mois avec ce que vous allez atteindre et combien vous avez besoin de lever et combien vous allez brûler. À la fin d'un pitch, même si vous avez été très clair, l'interlocuteur en face de vous, il n'aura pas tout retenu. C'est impossible. D'accord? Il aura même l'esprit un peu embrouillé. Donc, vous devez vous assurer absolument de matraquer une phrase simple et intelligible qui peut être transmise facilement à n'importe qui soit convaincante. Donc, vous devez tous avoir, à un moment donné, une data et une phrase d'accroche. Une phrase d'accroche, un chiffre clé qui sont percutants dans votre activité et que ce soit ce que la personne retienne. OK, sur la levée de fonds, on est sur la dernière partie. Douja, ouais, ask, la suite. Merci. Là, on avait fait le résumé et on est sur le timing. Donc, la prochaine slide, le timing. Ah oui, j'ai inversé les deux slides. Bon. Le comportement d'investissement, voilà, le timing de la levée de fonds. C'est bon, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là, c'est important. Timing de la levée de fonds, timing is everything. Et là, c'est important parce que dans la levée de fonds, on parle toujours de momentum. Momentum, c'est le dynamisme que vous allez mettre dans votre levée de fonds. Une levée de fonds, elle vit parce que l'on avance. On avance parce que l'on rencontre des investisseurs et on rencontre des investisseurs parce qu'on a des choses à montrer. Mais ça, soyez conscients, c'est le niveau 0 de la levée de fonds. J'ai un produit, j'appelle un investisseur et je lui montre ce que je fais. Une levée de fonds, elle commence à prendre de la valeur, du volume, elle commence à bouger au moment où vous déclenchez le deuxième rendez-vous. Au moment où vous avez des Q&A, des questions, des échanges, vous créez de la curiosité. Les gens ont envie d'en savoir plus. Et elle prend vraiment de la force au moment où les gens commencent à prendre confiance. Où ils ont presque envie d'investir. Ils sont pas loin, vous êtes en train en fait de les ferrer, on arrive au summum au summum du momentum de la levée de fonds. Et c'est là, c'est au pic de la levée de fonds qu'il faut closer absolument. Donc le pitch deck, c'est juste la première étape, mais c'est le niveau 0 de la levée de fonds. D'accord? Le piège, quand on veut lever de l'argent, c'est vouloir lever de l'argent parce qu'on brûle du cash, d'arriver à contacter des investisseurs parce qu'on a réussi à créer l'intérêt initial, mais ne pas se rendre compte que c'est le niveau 0 de la levée de fonds. Tout le monde peut créer un intérêt avec un pitch, avec une bonne phrase d'accroche, avec une chose. D'accord? Donc, ce qui est important pour vous, c'est que votre levée de fonds, elle avance.
vous allez vous rendre compte que, tiens, je fais des pitchs, et il ne se passe rien après. Il ne se passe rien après quand vous ne mettez pas l'investisseur sous pression. Vous devez mettre l'investisseur sous pression. Vous devez créer de l'urgence. Si vous ne créez pas d'urgence, le timing est du côté de l'investisseur. L'investisseur, lui, il a intérêt à dire plus le temps avance, plus j'ai de l'info sur l'entreprise, plus j'ai de la data. Donc, est-ce que j'ai intérêt à investir tout de suite? Par contre, si vous lui dites qu'il n'est pas tout seul et qu'aujourd'hui, il y a d'autres investisseurs, que ce soit vrai ou parfois que ce ne soit pas vrai, vous mettez une pression à l'investisseur. Vous commencez à le bousculer. Et c'est ça qui fait avancer un peu votre levée de fonds. D'accord? Imaginez, en ordonnée, vous avez... alors, imaginez un abscisse et un ordonnée. En ordonnée, le niveau 0, vous avez juste une team et pas encore de produit. Et le niveau 100, c'est vous avez une team, un produit, un business scalable et vous êtes plutôt une bonne taille. D'accord? Et après, il y a le momentum. Donc, si vous rencontrez un investisseur et que vous êtes au stade 0, donc vous avez juste une team, et que le temps qui passe, vous avez trouvé votre market fit. Donc, vous êtes en phase montante. Et donc ça, c'est une bonne chose pour l'investisseur parce que, souvenez-vous, l'investisseur, il veut que des bonnes nouvelles et vous devez distiller les bonnes nouvelles à l'investisseur. Par contre, imaginez que vous rencontrez l'investisseur et vous êtes déjà au stade 100. Vous êtes déjà une entreprise qui est rentable, qui fonctionne, qui marche bien, mais qui est en baisse. Et ça, c'est pas du tout sexy pour l'investisseur. D'accord? Donc, la levée se réalise au point culminant, peu importe d'où vous partez. Ce qui compte, c'est d'être en haut. Alors, dernier point qui est hyper important. Je vous ai dit, il y a 1% d'entreprises qui arrivent à lever des fonds. Et ce 1% qui arrive à réussir et qui arrive à lever des fonds, ce n'est pas parce qu'ils sont plus forts. Ce n'est pas parce qu'ils en savent plus que les autres. Ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs entrepreneurs. Ce n'est pas parce qu'ils ont un meilleur produit. Ils arrivent à lever des fonds car ils ne lâchent rien. Ils vont au bout des choses. Gardez en tête, en face d'un investisseur, il y a constamment une dizaine de fondeurs, une dizaine d'entrepreneurs qui le pingent sans arrêt. Et si vous êtes la personne qui appuie un peu plus fort que les autres, qui poussez la porte un peu plus fort que les autres, vous allez être remarqué. Donc, n'hésitez pas à pousser la porte plus forte que les autres. Et pour un investisseur, c'est rassurant de ne pas lâcher. Parce que l'entrepreneuriat, c'est assez difficile. Et s'il voit que vous êtes une personne qui ne lâche rien, c'est rassurant parce qu'il va se dire dans les moments difficiles de l'entreprise, la personne peut-être ne lâchera rien. Je donne un exemple, Uber, donc les chauffeurs privés, si Travis s'était arrêté au 10e premiers investisseurs, il n'aurait jamais fait Uber. Buffer, dont on a vu quelques slides, pour leur première levée de fonds, ils ont levé 500 000 $, ils ont rencontré 200 investisseurs. Alors que la plupart des entrepreneurs en rencontrent 20. Donc il faut s'armer de patience, mais surtout ne rien lâcher. Alors, un mot sur le comportement des investisseurs, parce que si vous arrivez à les comprendre, ça vous aidera un peu dans comment je vais faire. Le comportement général des investisseurs, c'est le scepticisme et les questions sur votre business. Donc, plus vous donnez des bâtons pour vous faire battre dans votre pitch deck, plus vous aurez des questions et du scepticisme. Votre mission, comme je vous l'ai dit au début, c'est rassurer l'investisseur et c'est lui montrer votre connaissance, votre capacité à exécuter et votre vision. Dans les investisseurs, on l'a vu, il y a ceux qui savent ce qu'ils veulent et il y a ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est ce qu'on appelle la thèse d'investissement. Donc, il y a des investisseurs où ils ont une thèse d'investissement, ils investissent toujours dans des équipes jeunes, ils investissent toujours dans tel secteur, ils investissent toujours là-dedans, ils investissent toujours dans... Voilà. Ils ont une thèse d'investissement et en général, c'est ce type d'entreprise qu'ils recherchent. Et puis, il y en a qui n'ont pas de thèse d'investissement et qui financent tout. Alors, ceux qui n'ont pas de thèse d'investissement, c'est des personnes que parfois on pourra transformer parce qu'eux, ils n'ont pas quelque chose qu'ils recherchent. Ceux qui ont une thèse d'investissement, ils savent tout de suite, au bout de 2 secondes du pitch, si vous allez les intéresser ou pas.
Et puis, il existe deux extrêmes chez l'investisseur, ce n'est pas facile, c'est la sécurité ou l'ambition. Et à vous de vous rendre compte, si l'investisseur, lui, il recherche plutôt l'ambition, donc je vais plutôt, dans ma vision, lui donner beaucoup d'ambition, ou si l'investisseur recherche plutôt la sécurité, et là, je ne veux pas l'effrayer avec l'ambition. Follow the leader, ça veut dire que les investisseurs, en général, ils se renseignent partout pour prendre une décision et souvent, ils écoutent un peu les autres. Donc, ils peuvent changer d'avis 3 fois. Ils peuvent dire oui aujourd'hui et puis il se passe 2 mois, il se passe 1 mois ou 3 semaines et puis ils peuvent vous dire « Ah, mais ça y est, le deal s'est refroidi, je ne sais plus, je ne sais pas ». Le point important, c'est que les investisseurs ne disent jamais non. Les investisseurs ne disent jamais non. Les investisseurs ne disent jamais non. Pardon. Pourquoi? Parce que les investisseurs, ils ont une hantise, ils ont un stress, c'est de rater la bonne occasion. Donc, ils ne ferment jamais de porte. Donc, ils vont vous dire oui, bah là, j'ai pas le temps, pas maintenant, ou ils vont vous trouver une excuse, mais ils vont jamais fermer la porte parce que le risque, c'est que 6 mois plus tard, votre entreprise se soit bien développée et que vous n'allez pas les voir. Et donc, ils peuvent vous laisser traîner comme ça longtemps. Et c'est pour ça que je vous disais, attention, le timing des investisseurs n'est pas le même que le timing des entrepreneurs. Vous avez une date de mort, vous savez que vous devez lever un montant à un moment précis, alors que l'investisseur, lui, eh ben, si c'est son job, eh ben, il a intérêt à ne pas rater son truc. Si ce n'est pas son job, ben, il a tout son temps pour investir. Donc, si vous ne mettez pas sous pression l'investisseur, et si ben, vous serez dans le timing de l'investisseur. Et le timing des investisseurs n'est jamais le même que le timing de l'entrepreneur. Sur la slide suivante, c'est la rencontre avec les investisseurs. On ne va pas en parler aujourd'hui. Donc, c'est un peu mon teasing sur un autre atelier qu'on pourra faire ensemble sur qu'est-ce qui se passe après le pitch deck. J'ai pitché, j'ai rencontré mon investisseur, j'ai pitché et j'ai obtenu un rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe durant ce rendez-vous-là? Je vous remercie. Ça fait déjà beaucoup d'informations et je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Abdelhakim. Merci beaucoup, Monsieur Hakim, pour cette présentation. Je pense qu'on a l'essentiel. Il y a pas mal d'idées, pas mal de conseils. Je propose qu'on ouvre le débat un peu avec tout le monde. Comme ça, si vous avez des questions, s'il y a des personnes qui ont des questions, je n'en vois pas sur le chat, par contre. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si, il y en a une. Il demande if this pitch deck for a startup, at what stage can this pitch deck be applied? Est-ce que c'est pour une startup et c'est à quel moment on peut appliquer ce pitch deck? Alors, il n'y a pas de moment pour la levée de fonds et on peut lever des fonds à tous les stades. D'accord? Donc, il suffit d'être juste, enfin, il faut, dans les conseils que je vous donnais là, être crédible et montrer votre connaissance. Mais il n'y a pas de stade où je ne peux pas dire, voilà, on peut lever des fonds alors qu'on n'a pas sorti un produit, on peut lever des fonds alors qu'on a déjà plein de clients, on peut lever des fonds alors qu'on n'a pas de clients. Il n'y a pas de règle. D'accord? Je ne vais pas vous dire, pour lever des fonds aujourd'hui, il faut que vous soyez une entreprise qui a déjà un client, avec déjà des clients, déjà des chiffres d'affaires. Bien sûr que d'avoir des clients, d'avoir de la data, d'avoir des chiffres, ça va faciliter les choses. D'avoir une team, ça va faciliter les choses. J'accompagne une entreprise aujourd'hui dans le programme Investi, elle est toute seule. Lever des fonds pour une personne qui est toute seule, c'est beaucoup plus compliqué que lever des fonds pour une team, déjà. Parce que je vous l'ai dit au début, l'investisseur, il regarde la team. Donc, il n'y a pas de moment. Ce pitch deck, il s'adresse, on peut lever pour une série A, on peut lever tout de suite, on peut lever pour un deuxième tour de table, c'est le même fonctionnement. D'accord. C'est très intéressant. J'ai bien aimé le slide écosystème à la place de concurrence. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, Monsieur Hakim? Parce que je pense que c'est aussi un positionnement dans l'écosystème, hein, même si on ne met pas concurrent, on met un écosystème, mais on met aussi la position de l'entreprise dans cet écosystème. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Ça, c'est ma question, en attendant votre question. Merci, Douja, pour la question. Alors, c'est ça important parce que
la plupart des pitchs qu'on voit, c'est vrai qu'on on voit pas l'écosystème. Et l'écosystème, ça permet de démontrer à l'investisseur qu'on a compris son marché. C'est déjà la première chose. C'est pas de lister des concurrents, c'est pas de dire j'ai pas de concurrents, parce que ça arrive encore parfois dans l'entreprise. Mais nous, on n'a pas de concurrents, on a des gens qui font ça, mais on n'a pas de concurrents. L'écosystème, c'est de se dire comment moi je me positionne dans l'écosystème, comment j'ai compris le marché, j'ai compris comment il fonctionnait, j'ai compris qui sont mes partenaires, j'ai compris qui sont mes concurrents, j'ai compris qui sont mes fournisseurs, j'ai compris qui intervenait sur ce marché-là. Donc ça, c'est l'élément premier qui est important. Hein. Et surtout, mon positionnement premier est plutôt sur ce marché-là, mais je sais que je pourrais aller sur ce marché-là et que je pourrais aller sur ce marché-là. Et ça, c'est intéressant aussi pour l'investisseur de comprendre que, OK, on démarre là, mais on a la possibilité d'aller sur ces marchés-là aussi ou ces marchés-là aussi. Et ça, c'est intéressant parce que l'investisseur, lui, il veut savoir quelles sont les opportunités ou les objectifs potentiels de fusion, d'acquisition commerciale, de choses comme ça qui peuvent être avec des acteurs, avec des autres acteurs ou autres. Donc, sur une slide d'écosystème, on peut faire ressortir ça. Sur une autre slide classique comme on fait, où on met abscisse ordonnée et puis nous, on est tout en haut et les autres sont tout en bas parce que nous, on a plein de futurs, on est meilleurs et les autres sont pas bons, ça n'apporte rien. C'est pour ça que je vous disais, évitez la slide abscisse, mettez-vous plutôt sur une slide écosystémique et montrez que vous avez montré que vous avez compris le marché, que vous êtes ici et que demain, vous pouvez être là. Très bien. Je vois d'autres questions. Il y a une question qui dit quelles sont les raisons qui font que l'investisseur ne répond pas juste après le pitch? Sachant qu'ils ont été intéressés au départ. Et puis, il y a une autre question qui dit que comment ramener l'investisseur à notre timing quand les deux timelines sont différents, encore quand le business n'est pas dans son intérêt ou qui ne l'intéresse pas. Donc, il y a ces deux questions-là. Et puis, bon, écoutez, vous pouvez poser les questions directement. Hein, vous pouvez parlez-moi en direct, ce sera mieux, oui. Voilà, c'est ça. Alors, pourquoi l'investisseur ne répond pas? On a eu un bout de réponse dans ce que je vous ai dit à la fin. L'investisseur ne répond pas parce qu'il ne veut pas se fermer des portes. Donc, il ne dit pas non. Et puis, il vous laisse un peu grandir comme ça. Et puis, comme ça lui permet de revenir vers vous dans 3 mois. Est-ce que le business a augmenté? Est-ce que plus le temps passe, plus il a de l'information sur votre boîte. C'est normal. J'aurai plus de data dans 3 mois sur votre entreprise qu'aujourd'hui. Donc, pourquoi me presser aujourd'hui à investir dans votre boîte alors que dans 3 mois, j'aurai une idée plus précise? Donc là, c'est un peu le fonctionnement de l'investisseur. Après, l'investisseur, il est toujours enclin à rencontrer des boîtes. Alors, faites la différence entre ceux pour qui c'est un métier, qui font ça à plein temps, ceux pour qui c'est des investisseurs, mais ils ont une autre activité à côté. C'est deux choses différentes. Pour la personne qui fait ça à plein temps, son job, c'est de rencontrer des boîtes qui pitchent. Ils ne veulent pas rater la bonne occasion. C'est leur mission de ne pas rater le prochain Facebook, le prochain Google. Donc, eux vont rencontrer la plupart des boîtes. Et c'est pour ça que je vous disais, aller prendre un café avec un investisseur, c'est le niveau 0 parce qu'ils le font avec tout le monde. Parce qu'ils ne veulent pas rater la prochaine boîte. Donc, tant qu'on n'a pas décroché un deuxième rendez-vous, on ne peut pas dire que l'investisseur était intéressé. Donc, il est toujours intéressé pour vous rencontrer, il est toujours intéressé pour vous pitcher. Maintenant, l'objectif du pitch, c'est de décrocher un deuxième rendez-vous. On ne va pas faire une levée de fonds sur un pitch. Une levée de fonds, c'est 5, 6 rendez-vous. Donc, si la personne ne vous a pas rappelé, c'est que il n'y avait pas d'intérêt plus que ça finalement. Elle est intéressée à écouter votre pitch, mais il n'y a pas d'intérêt plus que ça. Quand on commence, je vous disais, à faire un deuxième rendez-vous, on commence à donner un peu de dynamisme, de vitesse à notre levée de fonds. Mais ne vous étonnez pas, les investisseurs ne vous disent pas non parce qu'ils ne veulent pas fermer de porte. Et donc, ça va répondre à la deuxième question qu'on avait. Comment on fait pour qu'on ait le même timeline, on met le même timing entre un fondeur qui, lui, il joue un peu la vie de son entreprise et il sait que les mois qui passent, il brûle du cash, il brûle de l'argent et qu'il aura besoin de faire, et un investisseur qui n'est pas dans le même bateau et qui, lui, se dit, moi, j'ai tout le temps, je suis investi aujourd'hui, j'investis dans 3 mois ou dans 6 mois, ça ne changera pas mon activité. La chose à faire, c'est que si vous sentez qu'il y a un intérêt et qu'on a un deuxième rendez-vous, comme je vous disais, il faut le mettre sous pression. Le mettre sous pression, c'est soit de lui dire « tu n'es pas tout seul »,
Je ne suis pas qu'avec un seul investisseur, tu n'es pas tout seul à vouloir investir. Je rencontre d'autres investisseurs qui sont intéressés aussi. Ça met sous pression l'investisseur. Ça, l'investisseur se dit, je vais peut-être rater le deal. Je vais peut-être passer à côté de quelque chose. Soit pour lui dire, je commence à grossir trop vite, et puis à un moment donné, c'est plus vers un business angel que je vais aller, c'est plutôt vers un VC, ou c'est plutôt vers un institutionnel. Donc, si tu n'investis pas maintenant tout de suite, ce sera trop tard. Donc, ça dépend à quel stade vous êtes. Mais si vous ne mettez pas de pression à l'investisseur, si vous dites à l'investisseur, s'il est intéressé, il reviendra, ça ne marchera pas comme ça. Je vous disais, constamment, il y a 20 boîtes, vous êtes en concurrence avec toutes les startups qui veulent lever des boîtes. Pas des startups de votre secteur d'activité, des startups qui veulent lever des boîtes. Donc, quand il regarde un dossier, il a 15 à 20 dossiers en parallèle. Donc, qu'est-ce qu'il va faire que ce soit le vôtre et pas celui d'à côté? Ce qu'il va faire, c'est que c'est celui qui va insister le plus aussi. C'est celui qui va faire que je ne me fais pas oublier. C'est celui qui va dire, moi, je reviens. Alors, on n'appelle jamais un investisseur pour lui dire, alors, vous en êtes où? Ça, si on fait ça, ça veut dire, j'ai besoin d'argent, s'il vous plaît, j'ai besoin d'argent. Et donc, la position de force, elle est chez l'investisseur. Si on doit rappeler un investisseur pour savoir où on en est, on le rappelle en distillant une bonne nouvelle. On le rappelle toujours avec une bonne nouvelle. On ne rappelle jamais un investisseur juste pour lui dire vous en êtes où. Il faut retourner la table des négociations. Le pouvoir, c'est l'investisseur qui l'a. Celui qui a l'argent a le pouvoir. Comment je fais pour faire en sorte de prendre le pouvoir? Alors, le pouvoir, vous l'aurez qu'à un petit moment dans toute la négociation. Imaginons que vous allez aller au fond, aller au bout de la levée de fonds. Donc, lorsque vous allez faire vos 5-6 rendez-vous, l'investisseur va vous donner une timesheet. Donc, on pourra en reparler sur un prochain atelier. Et sur cette timesheet-là, vous allez voir toutes les conditions d'entrée qu'il aura signées. Et donc, il vous montre qu'il est intéressé, qu'il veut rentrer dans ces conditions-là. Et le seul moment où vous aurez le pouvoir et que vous pourrez négocier des choses, c'est là. C'est quand vous avez la timesheet à la main et que vous n'avez pas encore signé cette timesheet-là. C'est là que vous pouvez faire. Une fois que vous avez signé la timesheet, vous avez écarté tous les autres investisseurs autour de vous, puisque vous avez signé avec cet investisseur-là, et là, vous n'avez plus le moyen de pression, et c'est lui qui reprend le pouvoir. D'accord? D'accord, merci. On a une question à quelqu'un qui lève la main, Youssra, finalement, qui veut poser la question directement. Youssra, je vous donne la parole. Oui, merci Douja, merci Hakim pour la présentation. Je suis complètement alignée, parfaitement alignée avec tout ce que vous venez de dire. Et là, ma question, enfin, j'ai deux questions. La première, elle concerne le timeline. Comme vous venez de dire, le timeline, idéalement, il est entre 12 et 18 mois. Et parfois, on est face à des investisseurs ou des gens auprès desquels on pitch qui sont un peu dans la sphère classique, qui veulent des business plans et des timelines même de 5 ans. Et qui dit 5 ans, déjà avec 3 ans, c'est déjà too much. Et 5 ans, c'est vraiment des hypothèses et c'est trop de projections. Alors, comment on fait pour être le plus crédible possible? Juste pour vous dire où est-ce que je suis dans ma startup, je suis à quelques jours du lancement de la version bêta, je suis dans le prototype. Et donc, faire un business plan avec 5 ans à ce stade-là me paraît un peu… Et puis, alors, au stade du pitch deck, ça n'a pas de sens et ça n'a pas d'intérêt, je dirais. Après, je pense que vous avez déjà préparé peut-être un prévisionnel sur au moins 3 ans, mais qui va intervenir à partir du 2e, du 3e rendez-vous où la personne va commencer à creuser, à poser des questions. Au stade du pitch deck, 12-18 mois, une timeline, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de mettre… alors comme vous dites, il y a peut-être encore des anciennes écoles qui vous demandent un prévisionnel sur 5 ans, ce qui n'a pas de sens. Et puis de toute façon, dans un pitch deck, on ne peut pas mettre beaucoup de chiffres compliqués, quoi. Donc il faut que ce soit très simple, précis, que la personne, on ne va pas mettre un tableau avec les dépenses, les ressources. Ne mettez jamais dans votre pitch deck vos charges, les charges fixes, les charges externes, les choses comme ça ne s'intéresse pas. Par contre, montrez bien quelle est la marge que vous faites, et quelle est la marge et comment vous gagnez de l'argent. Ça, il faut le montrer. Mais moi, je vous dirais, voilà, dans les pitch decks, le mieux, c'est… Enfin, déjà, si on arrive à me faire… Alors, quand on fait un timeline de 12-18 mois, c'est ce que je vous disais, il faut quand même mettre les jalons, les milestones qu'on veut atteindre. Oui.
D'accord? Oui, Donc, il oui, faut ça qu'il c'est y ait un clair. compte. Voilà. Alors là, d'après votre explication, il faut séparer le pitch deck. Le pitch deck, on met le timeline et plus tard, quand on entre en détail dans les discussions, il y aura le prévisionnel Il y aura un business financier. C'est plan. bien Ouais, cela. il y aura un Voilà, business plan, ouais, qu'on d'accord, pourra. c'est Voilà. clair. En fait, D'accord. je vais faire une métaphore avec une maison. Le Mhm. chemin d'accès, c'est votre pitch elevator. D'accord? Oui. Donc, le pitch que vous pitchez en 30 secondes, en 1 minute, en 2 minutes. La fenêtre ouverte qui montre un peu l'intérieur de votre maison, c'est le pitch deck. Et D'accord. l'intérieur de la maison, c'est le business plan. J'aime bien la métaphore. Oui, D'accord? oui, Donc, c'est clair. vous rencontrez la personne, elle est sur le chemin d'accès, et après on lui montre un peu l'intérieur de la maison, et après on lui montre véritablement la maison, tout l'intérieur. Oui, Tout à fait. d'accord. Je présente, merci Yosla. Merci. Je présente quelques Je vous en prie. questions ici. Un fondateur solo, qu'est-ce que vous en pensez? C'est Hakim, il n'a pas d'équipe. Est-ce que ça a un impact sur le pitch et sur le projet en général? Première question. Deuxième question, il cible le marché international. Est-ce qu'il faut mentionner le problème au niveau international ou seulement marché local et actuel? Bon, ça c'est logique, le marché international. Et est-ce que vous avez présenté plutôt un pitch de 3 minutes ou de combien de temps est-ce que vous avez présenté? Pour vous, le pitch prendrait quelle durée par rapport à… Oh, il va prendre, là, par rapport à ce que j'ai présenté, il va prendre entre 10 et 15 minutes. 10 minutes déjà, voilà. On va dire, on va rester sur 10 minutes. Alors, est-ce que quand on est tous… Généralement, les pitchs sont moins courts dans bon, pour un investisseur, oui, hein, pour des comités d'investissement, c'est certain, ils vont leur donner le temps. Mais souvent, dans d'autres circonstances… C'est 5 minutes, hein, c'est ça. On est 4-5 minutes, voilà. Souvent, on est 4-5 minutes quand on est en visio, souvent aussi, et autres. Quand on est en physique, mais voilà, mais ça peut tenir en 5 minutes, ça peut tenir en 10 minutes. De toute façon, ça dépend des infos qu'on va pouvoir dire. C'est pas… Après, lorsque vous êtes en rendez-vous chez l'investisseur, parce que vous avez réussi à décrocher un rendez-vous avec lui, là, vous avez 1 heure. Donc là, vous avez 1 heure pour échanger avec lui et parler du pitch deck et autres. Alors, la question, c'était, est-ce que quand je suis tout seul, j'ai pas d'équipe, ça a un impact? Oui, ça a un impact. C'est un grand impact et c'est un obstacle supplémentaire. Après, rien n'est, c'est pas perdu, je veux dire. On a vu des personnes toutes seules qui ont été financées, ça existe, hein, mais c'est clair qu'on part avec un handicap qui est plus important que lorsqu'on a une team, parce que lorsqu'on n'a pas encore de produit, lorsqu'on n'est pas sur le marché, lorsqu'on n'a pas encore commencé à vendre, et ben, la personne, elle se raccroche sur la team. Et quand vous êtes une personne toute seule, et ben, elle se dit, je prends des risques, quoi, parce que la personne toute seule, elle n'a pas les compétences de partout, et qui peut avoir une équipe des salariés, ils ne vont pas se mouiller, ils ne vont pas mettre autant d'intensité que va mettre le fondeur. Donc, c'est clair que c'est un obstacle. Après, ce qui va lever les obstacles, c'est ben voilà, la croissance de ma boîte, voilà les chiffres. Mais ça va demander… ça a demandé d'être plus crédible sur d'autres éléments parce que je suis tout seul. Après, ce que je voulais dire, Douja, ce qui est important, c'est que la levée de fonds, c'est un moyen et ce n'est pas une fin. Vous n'avez pas créé votre entreprise pour lever des fonds. Vous n'avez pas créé une activité pour lever des fonds. Vous avez créé une activité pour vendre aux clients. Donc, votre priorité, ce n'est pas comment je fais pour lever des fonds, c'est comment je fais pour vendre aux clients. Et ne perdez pas ça de vue parce qu'avec tout ce qui se passe autour, avec la presse, avec les choses, à un moment donné, j'ai l'impression que les personnes ont créé une boîte pour lever des fonds. Non, on a créé une boîte pour résoudre un problème et on résout un problème de clients. Et donc, les clients, ils sont toujours au centre de la discussion. Donc, on bootstrap au début et on lève des fonds par la suite. Et pourquoi? Parce que c'est plus facile d'aller voir un investisseur comme un roi que d'aller voir un investisseur comme un mendiant. Oui. Donc, si vous pouvez vous financer par l'argent de vos clients, c'est le meilleur financement possible. Absolument. Absolument, c'est très pertinent. Je suis d'accord qu'on ne fait pas un projet pour lever des fonds. Hein. On fait un projet pour vendre d'abord et puis être sur le marché. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on a commencé, j'ai dit l'accès marché et l'accès au financement. Et les deux se rejoignent finalement parce qu'on ne peut pas faire de levée de fonds si on ne démontre pas qu'on a un minimum d'accès au marché. C'est clair. Bien sûr.
Ouais. Mais je dirais qu'on a tellement conditionné les entrepreneurs qu'ils disent je crée une startup, donc je vais lever des fonds. Et on oublie que finalement, il y a plein de moyens d'aller chercher l'argent dans la poche des clients qui vont nous financer et on va bootstrapper et finalement on va créer. Vous connaissez Mailchimp pour envoyer des mails? Oui. Ben, ils ont été créés en 2001, ils ont bootstrappé et ils se sont revendus 12 milliards. Ils n'ont pas levé de fonds. Donc ça existe. Absolument. Donc la levée de fonds, il faut que ce soit pertinent et c'est pour ça qu'on se pose la question, je lève des fonds parce que je suis en phase d'accélération, parce que j'en ai besoin, parce que je crée quelque chose, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais si il y a 3 mois et aujourd'hui je suis au même point, ça ne sert à rien de lever des fonds, quoi. Oui. Parce que la levée de fonds, ça demande beaucoup d'investissement, ça demande beaucoup de temps, c'est une vraie, c'est compliqué, quoi. Le chemin est long. Donc, cette énergie-là que vous allez mettre dans la levée de fonds, si on peut la mettre chez les clients, ben, c'est peut-être mieux, quoi. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous, Hakim. Une autre question sur le chat, là. Où se place le BMC dans la métaphore que vous venez d'en parler, avant ou après le BP? Alors, le BMC, pour moi, c'est plus une manière de présenter le BP que quelque chose de différent du BP. Donc le BMC, c'est dire voilà comment je peux présenter le business plan sur une feuille A4 d'une manière lisible où j'ai tous les postes qui vont me permettre d'être là. Donc pour moi, c'est plus un outil de présentation, de travail qui va me permettre d'itérer et de dire eh ben, quand je fais mon business model, je vois bien que peut-être je peux aller ici, ici, ici. C'est pas un outil en plus qu'on vous demande ou qu'un investisseur vous demande. Hein, voilà. Mais c'est un outil visuel qui va résumer le BP. C'est pas un outil supplémentaire. J'ai pas un business plan, un business model Canvas, un pitch deck. De toute façon, ce que les investisseurs vous demandent, c'est un pitch deck. Par la suite, c'est pas besoin de faire un executive summary parce qu'ils les lisent pas. Ils reçoivent énormément de pitch deck. Donc, quand vous devez envoyer votre pitch deck à un investisseur, vous avez un pitch deck, vous avez un mail, vous avez des bullet points et vous mettez, vous rappelez les éléments essentiels dans le mail. Il ne faut pas faire plus compliqué que ça parce qu'ils ne liront pas autre chose de toute manière. C'est quand vous allez commencer à rentrer dans les rendez-vous que là, il va falloir avoir votre business plan. Alors, il y a un document que j'aime pas trop, moi, c'est une question que je pose moi-même, c'est Hakim. Ouais. Il y a un document que j'aime pas trop, c'est les BP narratifs avec 50 pages ou 100 pages. Comment ça se passe de votre côté? Est-ce que c'est encore demandé? Moi, généralement, ce que je fais à Start, c'est plus un pitch deck bien travaillé avec tout ce que vous avez dit, plus des estimations financières sur Excel. Et puis voilà, donc je pense que je ne sais pas si c'est encore demandé les BP à 100 pages. Alors, c'est clair que 50 ou 100 pages, c'est difficile à lire. Après, les business angels, ils donnent de l'argent, mais ils s'installent un peu dans votre entreprise. Donc, ils vont essayer de tout décortiquer, ils vont essayer de vous donner des conseils, ils vont essayer de faire des choses, ils vont essayer de vous demander le BP à 3 ans, à 5 ans, ils vont essayer de se rassurer pour beaucoup de choses et vous demander des pièces comme ça. Donc, ça peut arriver encore, déjà, qu'on le demande et qu'on demande le BP à 3 ans avec les éléments marchés, les éléments trucs. Je dirais, il n'est pas mort encore, malheureusement. Même en Tunisie, c'est pareil. Je voulais voir de votre côté si ça continue. Non, mais on l'a aussi de notre côté, ça continue. Mais c'est vrai que au début, un bon pitch deck et un mail bien câblé, c'est suffisant. Ouais. Ça permet déjà de voir si on arrive à décrocher le deuxième rendez-vous. Oui, mais derrière, il faut avoir une data room prête avec tous les éléments qu'il faut parce qu'il peut y avoir il peut y avoir rapidement des demandes de documents, de BP, d'estimation financière, etc. Il faut suivre rapidement pour ne pas perdre le momentum aussi. Hein. Alors, est-ce que déjà chez vous, vous avez des fois des demandes de documents avant d'avoir fait un rendez-vous avec l'investisseur, mais pas un pitch, mais un vrai rendez-vous d'1 heure avec l'investisseur? Oui. Ouais. Oui, on peut commencer par demander le BP, les estimations financières et tout ça avant de discuter avec Alors, c'est vrai qu'il y a une question qui m'était posée, alors c'était dans l'autre, c'était est-ce que le BP, est-ce que le pitch deck, je l'envoie avant le rendez-vous investisseur? Est-ce que je l'envoie après le rendez-vous investisseur? Et quelle est la meilleure pratique? Oui. Alors, en général, les investisseurs aiment bien recevoir le BP, aiment bien recevoir le pitch deck en amont. Et est-ce qu'il y a d'autres questions, Douja? Oui, il y a une question, mais bon, je pense qu'elle est plutôt, c'est une réponse qu'elle devrait trouver, Rahma, de notre côté. Elle pose la question par rapport à l'enregistrement de l'idée.
L'enregistrement de l'idée, c'est-à-dire où est-ce qu'elle peut enregistrer son idée de projet. Je pense que c'est une question quand même qu'on doit répondre. Ça veut dire quoi, déjà enregistrer? Ça veut dire déposer un brevet? Quelque chose comme ça, le Non, protéger? je ne pense pas que ce soit un brevet, c'est une start-up. Rahma, est-ce que tu peux prendre la parole et poser la question, expliquer un peu c'est quoi la question? Entre-temps, Hakim, je pense que vous étiez sur une question très intéressante. Est-ce qu'on envoie les documents BP, etc., avant l'entretien? Alors, sachant que généralement, il y a c'est-à-dire une rencontre déjà, il y a un pitch au moins devant l'investisseur. Est-ce que vous voulez voilà, parler? c'est ça, ouais. Donc il y a un pitch devant l'investisseur et puis la personne après vous propose un rendez-vous pour approfondir, par exemple. Donc on est dans cette investisseur, par exemple, c'est ça. Est-ce que vous pensez qu'il doit y avoir cette rencontre avant l'envoi des documents ou après? Voilà, donc est-ce qu'il faut envoyer le pitch deck avant ou est-ce qu'il faut l'envoyer après la rencontre? Donc il y a un peu deux écoles, mais il est préférable de l'envoyer avant pour éviter de faire perdre du temps à la personne et pour qu'il puisse rentrer dans les questions qui vont l'intéresser beaucoup parce qu'il a déjà une information sur ce que vous avez mis. Donc c'est bien de l'envoyer avant. Après, quand vous allez faire le rendez-vous avec l'investisseur, vous allez avoir pas mal de questions sur lesquelles vous allez revenir après avec des réponses. Donc vous allez faire un Q&A. Donc c'est bien d'avoir un Q&A tout le temps. Et chaque fois que des investisseurs posent des questions, de noter ces questions et de noter ces réponses. Ça, c'est un document que vous devez construire et qui est important. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je dois pitcher ou que quelqu'un m'a posé une question, cette question, je la note et je travaille sur une réponse. Comme ça, j'ai des réponses qui sont toutes prêtes par rapport à la plupart des questions que souvent, elles reviennent parce que souvent, elles sont les mêmes. D'accord? Donc, travaillez bien ce Q&A. Donc, ça, c'est important. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, plutôt envoyer le pitch deck avant. Après, est-ce qu'il faut avoir plusieurs versions du pitch deck? C'est une question qu'on me pose aussi des fois. J'ai envie de vous dire, le pitch deck, c'est toujours, vous n'avez qu'une version du pitch deck, c'est toujours la même histoire. Après, les gens disent on peut avoir deux versions, c'est-à-dire un pitch deck où je l'envoie, mais je ne suis pas là pour le pitcher, donc j'ai un peu plus d'informations sur ce pitch deck-là. Et un pitch deck plus light qui est le même et il y a moins d'infos parce que c'est moi qui vais les présenter et donc il ne sera pas en self-service. C'est un peu si on doit avoir deux versions du pitch deck, ça serait plutôt ça. C'est-à-dire un pitch deck où je l'envoie et comme je ne vais pas pitcher, je donne un peu plus d'infos et un pitch deck qui a moins d'infos parce que je vais pitcher. D'accord, très bien. Il y a une autre question, c'est Hakim, je pense que ce sera la dernière avant qu'on vous libère. Pour le track record pour une startup, quels sont les points sur lesquels on peut se concentrer dans la présentation? Le track record, donc je pense que c'est l'histoire, un peu ce que vous avez dit sur l'histoire, un truc comme ça, non? Sur le slide, sur les pitchs. D'accord. Donc sur quoi il faut se concentrer sur le pitch? Ce serait ça? Oui, je pense. D'accord. J'ai envie de dire, je vais reprendre ce que je disais. Quand vous avez fait quand vous allez vous entraîner à faire votre pitch, même tout seul ou pas, ou devant une personne, c'est mieux parce que c'est bien d'avoir un regard extérieur. Il faut juste dire, est-ce que j'ai démontré que je connaissais bien mon marché? Est-ce que j'ai réussi à démontrer ça? Est-ce que j'ai démontré que je savais exécuter des choses et que le business a avancé? Et est-ce que j'arrive à démontrer que j'ai une vision et que je sais où je veux aller? Si j'arrive à démontrer ça, je fais un bon pitch. D'accord? Parce que la plupart des pitchs que je vois, et dans le pitch que j'accompagne aussi actuellement, il y a beaucoup d'infos marché, il y a beaucoup de data, il y a beaucoup de choses. Ça ressemble à presque une étude de marché. C'est pas ce que veut l'investisseur. L'investisseur ne veut pas une étude de marché dans votre pitch. Il ne veut pas les infos. Lui, il veut comprendre que tu as compris le marché, tu sais où tu vas te positionner, tu sais ce que tu vas proposer et tu sais exécuter, tu sais faire avancer ton business. Et en plus, tu sais où aller dans 2 ans, dans 3 ans. Tu as une vision plus large après que ce que tu fais là demain. Donc ça, c'était le premier point important. Et le deuxième point important, je trouve qu'on est trop vague, trop large, on n'est pas précis, surtout dans la cible client.
Dans la cible client, on est plutôt sur on va toucher tous les gens qui sont là, ou on va toucher, où le marché fait 15 millions, donc on va toucher ce marché-là, et ça ne marche pas. Donc, quelle est votre cible et vous allez commencer par quoi? Vous ne pouvez pas servir tout le marché, donc vous commencez par quoi? Soyez précis. Est-ce que vous allez commencer par les sportifs? Est-ce que vous allez commencer par les personnes qui ont des enfants? Est-ce que vous allez commencer? Et puis sur quelle région vous allez commencer? Est-ce que vous allez attaquer la France? Est-ce que vous allez attaquer la Tunisie? Est-ce que vous allez attaquer l'Europe? Mais soyez précis dans ce que vous allez faire au départ. C'est ça qui va montrer que vous avez une idée assez claire de comment vous allez distribuer votre produit ou votre service. Ne soyez pas sur, ben voilà, notre marché, c'est toute l'Europe, notre marché, c'est tout ça, mais je commence par quoi concrètement? C'est ça qui est important. La question aussi, c'est précise pour lui, l'agriculture, c'est accomplissement, achievement, qu'est-ce qu'il a réalisé jusque-là? Ah, d'accord. C'est à la timeline, comme tu disais. Oui. Donc, la timeline de qu'est-ce que j'ai exécuté jusque-là et qu'est-ce qui est important. Ce qui est important, c'est les faits qui sont… Enfin, qu'est-ce qui est un peu remarquable dans ce que vous avez exécuté jusque-là? Sortir une V1, oui, ok, mais qu'est-ce que ça a apporté? Est-ce que la V1 a apporté plus de personnes dessus? Est-ce que la V1, ce qui est important, c'est est-ce que ma communauté a grossi de 0 à 5000 personnes en 2 mois? Est-ce que c'est ça, comment j'arrive à montrer dans mes facts que mon produit ou mon service suscite de l'intérêt? Comment j'arrive à montrer que les gens ont démontré de l'intérêt pour ce que je fais? C'est ça, les éléments. Alors, ne parlez pas d'argent. Dans ma timeline, j'ai pas, et là, c'est la levée de fonds. Et là, c'est quand je vais toucher l'argent. Quand l'argent n'est pas dans votre compte en banque, il n'est pas là. Quand l'argent n'est pas là, il n'est pas là. Donc, dans votre timeline, on ne parle pas d'argent. Et on ne dit pas, eh ben là, c'est quand j'aurai l'argent, et puis quand j'aurai levé, je ferai ça. Et le pire dans les pitchs, c'est les pitchs hypothétiques où quand j'aurai levé de l'argent, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. D'accord? C'est pas comme ça qu'on présente le pitch. Le pitch, c'est voilà, nous, on veut être là, la prochaine fois, on sera là, au troisième trimestre, on sera là, et au quatrième trimestre, on sera là. C'est ça. Et l'argent, c'est autre chose. Mais je n'ai pas dans mon timeline, là, c'est la levée de fonds, parce que ce n'est pas moi qui décide de la levée de fonds. Oui. Parfait. Je n'ai plus de questions sur le chat. Je n'ai pas de main levée. Je voudrais vous remercier beaucoup, Monsieur Hakim Smaili, d'avoir contribué à ce webinaire. Je pense que c'est très intéressant. Moi aussi, j'ai capté quelques informations intéressantes pour moi. J'aime beaucoup le point écosystème. Ça change de la concurrence. J'ai posé la question et voilà. Et voilà, j'espère que tout le monde a bien profité de votre expérience, de vos conseils, de vos guidance. Et je vous remercie encore de votre présence. J'espère qu'on aura l'occasion de voir d'autres… Au plaisir pour un autre webinaire, peut-être sur la suite après le pitch deck, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça, exactement. On organisera ça avec plaisir. Prochainement, Inch'Allah. Et puis voilà, merci encore, bonne soirée. Merci à tous pour votre participation et à la prochaine, Inch'Allah. À bientôt, Inch'Allah. Au revoir. Au revoir.